Tout d'un coup, je me rends compte que c'est le même homme. Et que, alors que c'était quelques mois, mais quand je dis quelques mois, c'était 3 mois peut-être au maximum. Donc c'est hier. Et vu ce qu'il m'avait fait, j'aurais dû quand même retenir son visage. Je n'avais pas retenu son visage. C'est-à-dire que la dissociation avait été si forte, j'étais comme dans une espèce d'amnésie traumatique en fait. Donc à la fois, je savais que j'avais été violée, mais j'avais rien retenu. Il a plongé sa main dans mon torse, il a remonté sa main, il a décroché mon cœur, et en fait, il me l'a montré. Il l'a mis dans ma tête, à la place de mon cerveau. Et en fait, après, il m'a soufflé dans le nez. Et là, paf, il y a tout qui a disparu. Et je me suis retrouvée dans un espèce de no man's land, sans savoir ni où j'étais, ni qui j'étais. Bienvenue dans cette nouvelle interview en studio du Média en 442. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Claire Barré. Bonjour Claire. Bonjour Kate. Bienvenue. Merci. Alors, je vais vous présenter rapidement. Vous êtes scénariste, écrivain de plusieurs livres et vous êtes chamane. Et à ce propos, vous venez nous parler de votre autobiographie qui s'intitule « Ma vie de chamane » qui est parue aux éditions Mama Éditions. Alors, merci d'être avec nous. J'ai eu déjà le plaisir de rencontrer et de recevoir Tigrane, qui est donc votre éditeur. Tout à fait. Il nous avait parlé un peu de son parcours et notamment de sa saga. Moi, j'ai envie de vous poser une première question. Qu'est-ce qu'être chamane au XXIe siècle? Qu'est-ce que ça signifie? Alors oui, qu'est-ce qu'être chamane au XXIe siècle et à Paris? C'est peut-être la deuxième question qui irait. Et dans votre milieu professionnel aussi. Et dans mon milieu professionnel, voilà, tout ça fait qu'il y a comme une espèce de dissonance cognitive entre tout ça. D'ailleurs, moi, c'était pas du tout quelque chose qui était prévu, c'est quelque chose qui m'est arrivé un peu par accident, on va dire. Et être chamane aujourd'hui, en tout cas tel que moi je l'entends, bien sûr, on peut peut-être différencier les chamanes traditionnels, ceux des peuples premiers qui vont vivre en Mongolie, en Sibérie ou dans la forêt amazonienne et qui ont vraiment toute une culture de lignée de chamanisme qui a plus ou moins été réellement transmis de grand-père à petit-fils ou petite-fille depuis des générations et qui fait vraiment partie de la tribu et de la communauté. Donc ça, on va dire que c'est vraiment le chaman originel et le chaman qui existe encore aujourd'hui dans pas mal de pays en fait, et sous différents noms. Les Amérindiens vont les appeler les hommes médecines ou les femmes médecines. Voilà, chacun a un nom un peu spécifique. On va dire que en France, on a un peu perdu ces traditions-là pour 1000 raisons. Et voilà, parce qu'il y a eu l'Inquisition, enfin, il y a eu beaucoup de choses qui font qu'en fait, toutes ces traditions-là, qui sont des traditions spirituelles, animistes et qui sont un peu sans doute les premières spiritualités humaines et qui ont éclos un peu partout sur le globe. En Occident, elles ont été beaucoup coupées et déracinées, donc elles ont beaucoup disparu. En fait, elles n'ont pas totalement disparu parce que si vous allez particulièrement dans les campagnes françaises, vous aurez toujours un rebouteux ou une herboriste ou quelqu'un qui va pouvoir vous charmer les verrues ou vous enlever certaines choses. Donc en fait, ça c'est les descendants des chamans français. En tout cas, voilà, on dit le mot chaman, mais il englobe beaucoup de réalités. Et être aujourd'hui chaman, en tout cas tel que moi je l'entends dans mon parcours de vie, c'est avoir accepté à un moment de comprendre que quelque chose m'était arrivé, qui avait ouvert des portes dans ma conscience, qui fait qu'après moi je me suis formée auprès d'une chamane russe pour apprendre les pratiques de tambour, notamment de tambour chamanique. Et aujourd'hui, donc après mes journées de travail où j'écris des scénarios ou des livres ou autre chose, il peut m'arriver en fin de journée d'endosser mon deuxième rôle ou mon troisième métier, qui est celui donc de chamane, femme tambour. Moi, j'aime aussi appeler ça comme ça. Et donc, de recevoir pour des séances de tambour. Et on peut expliquer ce qu'est une séance de tambour, mais en gros, le tambour, en tout cas pour certaines personnes, permet d'entrer dans des états modifiés ou amplifiés de conscience, où ça nous permet en fait d'avoir accès à certaines informations qui émanent de la personne venue me voir ou venue nous voir. En tout cas, on en dira un peu plus en avançant dans cet entretien. Mais c'est vrai qu'avant d'arriver à conjuguer ces trois métiers, vous avez eu un cheminement. Et quel sacré cheminement. Je vais citer d'abord Stéphane Alix, ce qu'il dit de votre livre, qui est justement sur la couverture. Alors Stéphane Alix, qui est journaliste, qui est écrivain. Alors je le cite:
il dit que ce livre, c'est un récit autobiographique d'une grande force et riche de profonds enseignements. Alors, une grande force, ça c'est certain, parce que on ressent dans ces 500 pages hein, quand même. Hein. Oui. 500 pages, alors c'est une autobiographie, je consens, hein, c'est normal. On sent votre force, votre courage, et c'est aussi une histoire, moi, qui m'est apparue complètement déroutante. Je ne m'attendais pas du tout à lire votre parcours de vie ainsi. Et vous avez eu déjà le courage, pourquoi? Parce que vous vous mettez complètement à nu dans ce livre. Voilà, il n'y a aucun tabou. Non, c'est vrai. Voilà. Et je me suis posé la question, comment on arrive à décrire sa vie de manière si sincère, sans filtre, voilà, sans aucun filtre, parce qu'il y a des moments qui sont assez quand même tragiques, qui sont très difficiles. Et on va en parler si vous êtes d'accord, parce que ça fait partie de vous aussi. Tout à fait. Comment vous avez trouvé cette force de vous dire, moi je vais écrire, je vais mettre sur papier ma vie telle qu'elle a été, telle que je l'ai ressentie, telle que ça s'est passé. Et peu importe le jugement, parce qu'il peut y avoir du jugement. Bien sûr. On est des humains, on est des êtres humains. Peu importe le jugement, moi, finalement, c'est une manière de vous affirmer, quoi. Oui, alors c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il fasse 500 pages, j'avoue. J'ai écrit sur 3 ans, donc en fait au bout d'un moment on arrive et on a une matière. J'ai coupé beaucoup, mais j'ai gardé le cœur. Et pourquoi? C'est peut-être aussi parce que toute ma jeunesse et toute mon enfance, enfin surtout toute ma jeunesse, j'ai appris à compartimenter ma vie. Donc je cachais ma vie à mes parents, à mes frères et sœurs. J'avais toujours comme ça des espèces de double vie, de triple vie, et avec toujours cette impression justement de culpabilité, de honte, qu'il fallait pas dire qui on était, qu'il fallait pas dire ce qu'on faisait, que tout devait être caché, que tout était plus ou moins interdit et que donc tout devait se faire en coulisses et dans l'ombre. Avec toujours cette impression que on n'avait pas le droit de marcher en pleine lumière, ou en tout cas il fallait pas dire qui on était, qu'il fallait se cacher. Et suite à un long cheminement de vie, et entre autres un premier livre que j'avais écrit en 2017, qui était comme une espèce de premier coming out spirituel, où je racontais vraiment les tout débuts de mon éveil chamanique, et qui était pour moi vraiment comme un coming out, parce que parce que parler de ça, c'était un acte de courage en tout cas, parce que personne n'attendait ça de moi a priori. Donc le dire ouvertement, à la fois ça me terrifiait, et en même temps je me disais mais à un moment il faut enlever ces masques. Et il faut avancer librement et ne pas avoir peur de qui on est, ne pas avoir peur du chemin de vie qu'on a eu. Tout ça pourquoi? Pas forcément pour exposer les choses, mais parce que je me rends compte quand même que en tant qu'auteur, plus on arrive à entrer profondément à l'intérieur de soi et à essayer d'atteindre en fait une espèce d'authenticité, ou en tout cas de sincérité, en fait c'est là qu'on peut atteindre, pourquoi pas, d'autres frères et sœurs humains et humaines. Et que finalement, l'auteur, c'est aussi quelqu'un qui va tendre un miroir et qui va dire, voilà, moi j'ai imaginé ceci ou vécu cela, et à travers le livre, ça permet finalement à la personne qui lit, moi je sais que c'est ça en tant que lectrice qui m'a tant sauvé la vie et tant plu dans la littérature et dans les livres, c'est que tout d'un coup on se dit, tiens, quelqu'un d'autre a souffert comme moi, quelqu'un a peut-être vécu des choses tragiques et a réussi à s'en sortir, quelqu'un a peut-être traversé des nuits noires et en ressort avec plus de force que de peine, même si bien sûr la peine et le chagrin ont été là et qu'il a fallu les traverser. Et c'est aussi pour donner du courage. Mais pour ça, il faut être à nu. En fait, on peut difficilement, enfin en tout cas moi c'est l'impression que j'ai eue, c'est que je pouvais difficilement me dire que j'allais pouvoir atteindre ou essayer d'aider ou essayer d'entrer en connexion avec d'autres que je ne connais pas, inconnus, si je n'étais pas totalement sincère et à nu. Et donc c'est un travail aussi vraiment de mise à nu et de déposer les masques. Je crois que c'est ça, voilà. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre aussi, en me disant que peut-être il pourrait aider, inspirer, parce qu'en effet j'ai eu un chemin de vie qui parfois a été tortueux et compliqué. Et comme je ne suis pas morte à 20 ans, comme vraiment j'aurais sans doute pu ou dû, ou je ne sais pas exactement ce qui fait que j'ai pu échapper à cette fatalité, mais j'y ai échappé,
Et c'est intéressant, je crois, et c'est important de dire aussi qu'on peut guérir de certaines choses. Voilà, même qui sont tragiques, même qui sont violentes, même qui sont difficiles. Et voilà, que ce soit les addictions ou autres, je crois que c'est important justement. Et c'est vrai si on parle des addictions, je ne sais pas si on y reviendra tout à l'heure, mais en tant qu'auteur, je trouvais intéressant de me replonger dans la jeune fille que j'étais entre mes, on va dire, 17 et 22 ou 23 ans, d'essayer de comprendre avec ma maturité émotionnelle d'aujourd'hui, je dis pas qu'elle est totale, mais en tout cas elle est forcément un peu plus profonde, d'essayer de me remettre dans sa peau, de comprendre ce qui fonctionnait en fait si mal à l'intérieur d'elle, pour qu'elle puisse justement comme ça penser que l'autodestruction était la seule voie possible pour échapper à cette vie en fait. Oui, parce que ce qu'on a l'impression aussi, c'est que c'est une vraie écriture thérapeutique finalement. Alors on peut dire, vous avez grandi au sein d'une famille très conservatrice, oui. Et vous étiez plutôt rebelle, c'est vous vous-même oui. D'ailleurs qualifié ainsi, rebelle, toujours à chercher à repousser les limites, à chercher le danger, aller aux frontières de la mort même. C'est vrai. Et c'est vrai que au tout début, vous n'êtes pas tendre avec vous-même, et ça explique aussi le fait d'avoir replongé dans cette jeune fille. Et alors on peut dire que vous avez eu des addictions effectivement avec la drogue, vous parlez sans tabou de sexe, vraiment vous explorez toutes les facettes de tout ce qui vous est arrivé durant votre jeunesse. Comment on passe finalement de l'ombre à la lumière? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment il y a une espèce de switch, une espèce de changement, parce que vous êtes allé au tréfonds, non mais on peut le dire, non mais c'est vrai, c'est comme ça en tout cas que moi je l'ai ressenti, bien sûr. Et c'est peut-être comme ça que vous l'avez écrit aussi, et que c'était perçu aussi à l'époque. Oui, c'est très dur. C'était très dur. Ah oui, c'était très dur parce que en fait c'est très difficile déjà de se sentir isolé et incompris. Et c'est quand même ce que je ressentais à l'époque, cette impression d'être complètement atypique, de ne pas trouver ma place dans la société, dans ma famille, nulle part en fait. Et c'est vrai que les drogues étaient le seul endroit où tout d'un coup, soit ça anesthésiait mes douleurs, et donc j'étais dans un espèce d'état de mort dans la vie qui me convenait, soit ça me faisait partir ailleurs, et donc à nouveau j'essayais de retrouver des couleurs à cette vie qui me semblait bien grise et qui n'atteignait pas en fait le rêve que j'en avais fait. C'était la vie qui me semblait sans saveur et qui me semblait décevante, et ce monde me semblait décevant en fait, et cette société, enfin tout, et du coup oui, il y avait une mélancolie profonde à l'intérieur de moi qui semblait impossible à résoudre et impossible à guérir. Et c'est vrai que mes 20 ans ont été vraiment colorés avec bien sûr des moments de joie, des moments d'amour, des moments de tout. C'est pas non plus bien sûr uniforme quoi, ou unichrome, jamais. La vie, c'est la vie. Donc plein d'amis, j'avais des amis très chers que j'aimais. J'avais des histoires d'amour plus ou moins intéressantes ou palpitantes, mais en tout cas j'en avais, ça c'est certain. C'était un isolement que je sentais à l'intérieur de moi. Je sentais que j'étais déconnectée de cette vie, en fait. J'arrivais pas à me connecter à la vie, j'arrivais pas à aimer la vie. Tout simplement, c'est terrible, c'est tragique de ne pas parvenir à aimer la vie, de ne pas parvenir simplement à aimer cet instant présent, d'être dans un corps, d'être ici dans cette vibration qui, certes, est complexe. Et le monde va nous chercher dans nos failles, et va nous chercher justement dans toutes les choses qui ne sont pas exactement au bon endroit. Tac, ça va essayer de nous faire trébucher, ça va essayer de nous bousculer. En fait. Et moi, ça me bousculait trop parce que j'étais sans doute hypersensible aussi. Et donc, j'étais poreuse à tout. Et donc, chaque coup de l'existence, je le recevais de plein fouet. J'avais pas d'armure, j'arrivais pas vraiment à me défendre. Et donc, c'était un moyen de me protéger aussi. En fait, de m'anesthésier, c'était un moyen de se protéger, pour moins ressentir et pour ne pas justement avoir cette impression d'avoir la peau écorchée vive, et que donc chaque jour qui passe est complexe, et que donc il faut prendre n'importe quoi. Je prenais n'importe quoi, je prenais même des somnifères au réveil, tout ça pour pouvoir en fait supporter la journée et supporter le poids de cette vie qui me semblait et sur le coup. Et personne à qui parler aussi. J'en parlais, mais en fait à mes très proches amis qui étaient aussi désespérés que moi pour d'autres raisons.
Et donc, c'est pour ça qu'on se réunissait aussi. Alors, on était tous un peu artistes, peintres. Moi, j'écrivais déjà des poèmes à l'époque. Donc, il y avait quand même le côté artistique qui nous sauvait et qui faisait qu'il y avait quand même quelque chose dans la journée qui valait la peine d'être vécu. C'était d'écrire un poème ou de continuer un tableau ou de faire quelque chose, voilà, d'artistique ou en tout cas de l'ordre de l'expression. Donc, si, on parlait, mais on parlait de notre mélancolie. Et presque, on la faisait fleurir, quoi. Je sais pas comment expliquer ça. C'est qu'à force, en fait, aussi de la mettre au centre et de lui donner cette importance, c'est comme un jardin. Donc, si vous décidez tout d'un coup que c'est la mélancolie qui vous définit, eh ben, c'est elle qui va pousser, c'est elle qui va commencer à créer des lianes à l'intérieur de votre être jusqu'à un moment où vous avez l'impression que vous pouvez plus respirer. Mais vous l'avez aussi, à un moment, peut-être encouragée à pousser parce que elle est belle aussi, la mélancolie. Et puis, elle a quelque chose de tragique qui va avec l'esprit romantique des 20 ans, des 17 ans, et puis qui peut durer bien plus longtemps que ça, bien entendu. Il y a quelque chose d'assez joli aussi dans la mélancolie, dans cette espèce de tristesse, dans cette espèce d'inconfort, de pas réussir à aimer totalement les choses ou la vie, dans cette espèce spleen. C'est ça, un spleen. Et alors moi qui aimais tant la poésie et j'étais emplie de Baudelaire, de Rimbaud, eux aussi quelque part contribuaient à me montrer que tout ça, c'était une espèce de fragilité de mon âme, mais que je trouvais belle aussi. Donc je voulais pas non plus totalement guérir, en fait. Je voulais plus essayer de supporter les choses. Et après, quand vous me posiez la question de comment est-ce qu'on passe de l'ombre à la lumière, alors moi, malheureusement, ça s'est passé de manière un peu tragique. Donc c'était pas du tout, j'ai pas tout d'un coup une baguette magique qui m'a dit ah tiens demain tu seras heureuse. Pas du tout. Moi c'est vraiment ces deux événements donc vraiment violents, on va dire, qui me sont arrivés à quelques mois d'écart. Dans un moment où j'étais vraiment en prise avec l'héroïne particulièrement, donc qui, à mon sens, c'est la pire des drogues. Je ne sais pas si on peut faire un panthéon, mais je pense que c'est une des plus dangereuses. C'est pas la pire parce que le crack, enfin, il y en a beaucoup qui sont très dangereuses. Mais elle fait partie des drogues très dangereuses. Pourquoi ? Parce que déjà, elle crée un manque en expansion et que en plus, elle coupe de soi, elle coupe des autres. Elle endort, enfin voilà, elle a ses attraits, hein, sinon les gens n'en prendraient pas. Mais elle apporte avec elle beaucoup de pièges avant tout. Et donc j'étais dans cette période-là où j'essayais quand même un peu de m'en sortir. J'avais commencé le théâtre, tout ça. Donc j'étais dans un entre-deux, on va dire, où j'arrivais pas vraiment à m'en sortir. J'étais encore engluée dans beaucoup de choses. Et en fait, j'ai fait 2 mauvaises rencontres. En fait, une seule, parce que c'était la même personne, le même homme, mais je l'ai rencontré 2 fois. Et à chaque fois, c'était exactement dans les mêmes circonstances. C'était le dernier train qui me ramenait de Saint-Lazare pour aller en banlieue du côté de Viroflay, voilà, où habitaient mes parents à l'époque. Moi, j'avais une petite chambre de bonne à Paris, mais bon, je rentrais souvent chez moi le week-end, enfin chez mes parents le week-end pour aller laver mes affaires, hein, comme tout le monde, et enfin comme tout le monde qui serait dans cette situation. Et en fait, par 2 fois, j'ai rencontré un homme qui s'est assis face à moi dans le wagon vide. Et au départ, plutôt sympathique. La première fois, il m'a fait un petit tour de magie ou je ne sais quoi. Enfin voilà. Et le fait est que je me suis pas méfiée parce qu'il avait pas l'air méchant. Et en fait, il m'a suivie quand je suis descendue sur le quai. Et donc, la première fois, il m'a entraînée dans un local poubelle où il m'a violée. Donc, c'était quand même... c'était la première fois que ça m'arrivait, en tout cas de manière, on va dire, aussi sordide et consciente. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai appris que ça arrive à beaucoup de femmes, enfin, beaucoup d'êtres humains, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui sont violées. Beaucoup d'êtres humains, ça m'est arrivé, c'est-à-dire que je me suis scindée en 2, je me suis dissociée. Et en fait, j'ai vu la scène, j'ai vu qu'il était en train de me violer sur le sol de ce local poubelle, mais moi, j'étais au plafond. Et toute ma conscience était, en fait, j'étais plus dans mon corps. Et je me disais, en fait, si il peut faire ce qu'il veut à mon corps, de toute façon, j'y suis pas. Et bon, et moi, j'espérais une chose, c'est que je me disais, bon, bah, j'espère qu'il va pas me tuer, parce que sinon, il faudra que je reparte. Et s'il me tue pas, je pourrais réintégrer mon corps. Et donc, j'ai vraiment eu, pour la première fois de ma vie, l'impression que quand même, le corps et la conscience étaient 2 choses qui pouvaient se séparer, et que la conscience, en tout cas, avait sa vie propre, et que elle allait pouvoir continuer sa route éventuellement, même si le corps mourait. Donc déjà, c'était quand même quelque chose d'un peu fou, même si bien sûr la scène était vraiment, on va dire, glauque, même si je pense qu'il y a des adjectifs qui sont plus précis que ça. Et après, bon bah voilà, je suis rentrée chez moi. Donc après ça, j'ai eu des semaines et des mois qui sans doute étaient parmi les pires de ma vie, où j'ai vraiment atteint le plus sombre, on va dire, de mon existence, où donc je prenais vraiment n'importe quoi, de l'alcool mélangé à des médicaments, à de l'héroïne, etc. J'en parlais à personne.
Et j'avais l'impression en plus que c'était comme une espèce de malédiction qui m'était tombée dessus. J'ai même pas réfléchi une seconde à aller voir les policiers, à aller porter plainte. Parce que pour moi, tout ça faisait partie de cette espèce... J'étais dans un espace-temps un peu différent où tout avait des significations. Donc j'avais encore l'impression que c'était voilà comme une malédiction, qu'il était tombé sur moi, que je l'avais mérité. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. En tout cas, l'idée même d'aller voir les policiers, mais ça m'a jamais traversé l'esprit. Donc je l'ai pas fait et je le regrette parce que j'espère qu'il a pas violé d'autres personnes entre-temps. Mais bon, voilà, le fait est que je l'ai pas fait, que j'en étais pas capable et que c'était pas même pas dans mon système de pensée de l'époque. En tout cas, j'ai quand même survécu, comme la plupart des gens ont survécu. Et quelques mois plus tard, en prenant le même train de Saint-Lazare, rive droite, qui allait vers Versailles, rive droite, un homme s'installe en face de moi, commence à me parler, et je ne le reconnais pas. Je lui parle, je lui réponds. Et tout d'un coup, je ne sais pas si c'est un regard ou une phrase, tout d'un coup, je me rends compte que c'est le même homme. Et que, alors que c'était quelques mois, mais quand je dis quelques mois, c'était 3 mois, peut-être, au maximum. Donc c'est hier. Et vu ce qu'il m'avait fait, j'aurais dû quand même retenir son visage. Je n'avais pas retenu son visage. C'est-à-dire que la dissociation avait été si forte, j'étais comme dans une espèce d'amnésie traumatique, en fait. Donc à la fois, je savais que j'avais été violée, mais j'avais rien retenu. Rien ne s'était mis sur mon disque dur, quoi. Enfin bref, donc je me suis rendu compte que c'était lui, c'était trop tard. À nouveau, le wagon était vide. Et là, donc j'ai quand même résisté au moins avec un peu les mots, mais il était beaucoup plus fort que moi. Il m'a emmené dans un espèce de squat près des rails. Il avait la clé, donc c'est pareil, j'aurais pu l'identifier 1000 fois, c'est fou. Bref, en tout cas, je ne l'ai pas fait. Et là, en fait, cette fois, il voulait me tuer. Il voulait pas me violer. Il voulait me tuer. Il m'a mise sur le sol. Il a mis ses mains autour de mon cou et il me disait comme ça, je vais te tuer, je vais t'étrangler, je vais te tuer. Et j'avais l'impression, il faut que j'arrête de dire on parce que c'est à moi que c'est arrivé. J'avais l'impression que c'est presque comme s'il s'excusait, pas comme s'il s'excusait, mais comme si c'était quelque chose qui était plus fort que lui, qu'il était possédé par quelque chose, je ne sais pas comment expliquer. Et en fait, j'ai compris qu'il fallait absolument pas que je bouge. Et que, en fait, la moindre résistance corporelle, musculaire de ma part, ça allait être comme un tigre, en fait. Si je bouge, c'était fini, c'était mort. Donc j'ai réussi à trouver une espèce d'immobilité totale de mon corps, presque à ne plus respirer. Mais cette fois, je suis pas partie du tout, je suis restée très présente. Et en fait, j'ai presque comme canalisé quelque chose, où j'ai réussi en fait à lui dire des choses qui lui ont fait peur. C'est lui qui a fini par avoir peur de moi, alors que j'étais comme ça. Et en fait, j'ai pas dit sauvez-moi la vie, je ne sais quoi. En fait, je lui ai dit mais pense à ce que tu es en train de te faire à toi. Imagine, en fait, on est tous liés, donc le mal que tu me fais à moi, c'est à toi que tu le fais, il va te revenir dessus, et il va te revenir en très très fort. Et là, il m'a avoué quelque chose, et ce qui est très bizarre, c'est que sur le moment, j'étais même pas sûre si c'était vrai ou pas. Mais le fait est que c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit « Ah mais tu sais qu'après t'avoir agressé, il disait pas le mot violer, ma copine a eu un accident de voiture et elle était enceinte, elle a perdu son bébé. » Et donc moi j'ai rebondi là-dessus en disant « Bah tu vois, donc imagine pour un viol, parce que c'était un viol, je lui ai dit c'est le mot viol, je savais qu'il fallait que je lui dise. Pour un viol, imagine que ce qui est arrivé, donc imagine si tu me tues ce qui va t'arriver. » Et là, en fait, et je lui ai dit un truc aussi étrange, mais qui me venait sur le moment, je peux pas expliquer d'où ça vient, je lui ai dit, mais tu crois que c'est parce qu'on est sous un toit que les étoiles ne voient pas ce que tu es en train de faire? Tu crois vraiment qu'on n'est pas observé? Et en fait, il y a quelque chose en lui qui, tout d'un coup, il s'est dit, mais c'est une sorcière, ou je sais pas ce qu'il s'est dit, il avait sans doute pas tort. Moi-même, je l'ignorais à l'époque, mais en tout cas, à un moment, il s'est relevé, il m'a dit, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Et là, je me suis relevée tout doucement et j'ai vraiment pris mon temps et je savais qu'il fallait pas que je cours et qu'il fallait que je reste comme avec l'eau sur le feu, quoi, qu'il fallait que je reste. Et il m'a raccompagnée jusqu'à la porte de chez mes parents. Donc pendant tout le chemin, je me suis dit, bah, si ça se trouve, à un moment, il va me tuer, ça va être plus fort que lui. Et jusqu'au bout. Et moi, je ne tremblais pas. Et c'est au moment où j'ai refermé la porte que je me suis effondrée. Et en fait, donc pour en revenir à cette histoire d'ombre et de lumière, sur le moment, ça m'a paru être une double malédiction. Je me suis dit, bon, alors voilà, vraiment, alors moi, c'est encore pire que tout. Je me fais violer, après je retombe sur le même agresseur qui, cette fois, veut me tuer. Vraiment, je suis maudite. Ça, c'est ce que je me suis dit intellectuellement. Mais en fait, 20 ans plus tard, j'ai compris que ces deux événements m'avaient quand même sans doute aussi sauvé la vie. Parce que je pensais détester la vie. Je pensais vraiment avoir envie de mourir. Et d'ailleurs, je faisais tout pour m'approcher de la mort. Et quand je me suis retrouvée face à la mort, qui était incarnée par cet homme qui voulait me tuer,
n'y avait pas une cellule de mon corps qui voulait mourir. Et j'ai tout fait pour vivre. Et j'ai tout fait, parce que pendant que j'ai lutté avec mes mots pendant des heures, ou je sais, en tout cas ça avait l'air de durer des heures, je ne sais pas combien de temps ça a duré dans la réalité, parce qu'on était dans un autre espace-temps, mais rien en moi ne voulait mourir. Et je pense que c'est ça qui a complètement fait basculer ma vie à partir de là, et qu'après, le sourire est revenu, la lumière est revenue, la joie est revenue, l'amour est apparu, et vraiment ma vie a complètement basculé, mais j'en ai pas du tout eu conscience. C'est ça qui est fou, c'est que la vie, j'ai l'impression qu'on la vit en aveugle, et qu'on la comprend des années après. Et c'est aussi pour ça, écrire un livre, c'est aussi un moyen tout d'un coup de se refaire l'histoire, de revoir le scénario, qu'on ne comprend pas quand on est en train de le vivre, parce qu'en fait tout paraît fou, et rien ne paraît relié, alors qu'en fait il y a une histoire qui se raconte. Et comment vous l'expliquez justement? Comment vous expliquez ces deux événements très forts et à la fois tragiques? Et heureusement que ça s'est bien terminé. Mais comment vous les expliquez? On parle souvent de... Voilà, les gens vont dire c'est une coïncidence, c'est un simple hasard. Moi, je ne crois pas au hasard. Voilà, je vous le dis, je n'y crois pas. Comment vous l'expliquez? Je pense pas pouvoir l'expliquer, parce que j'ai l'impression que rien n'est explicable totalement dans cette vie, et que tout reste extrêmement mystérieux. Est-ce que c'était un contrat d'âme entre nous, ou je ne sais pas, qui fait que lui était là pour me faire un électrochoc terrible, tragique, et peut-être que moi je lui en ai fait un aussi, j'espère en tout cas qu'après ça il n'a plus jamais agressé personne, parce qu'il avait sincèrement peur, donc peut-être que ça a débloqué quelque chose en lui aussi, en tout cas c'est ce que je souhaite. Mais je ne sais pas. Mais c'est sûr que, en tout cas, à un moment, je raconte ça dans une cérémonie avec des plantes, avec de l'ayahuasca que j'avais faite, donc c'était en Espagne. Et en fait, à un moment, j'ai eu la sensation de me retrouver un peu dans les coulisses du temps entre deux vies, et que mon futur moi, c'est-à-dire comme mon vieil esprit qui allait se réincarner avec cette identité présente de Claire, prévoyait plein d'événements dans ma vie qui allaient pouvoir en fait me réveiller, quoi. Et ça en faisait partie. Et sur le moment, moi, ça m'a vraiment fait pleurer, sincèrement, en me disant, mais c'est atroce, parce qu'en fait, on arrive sur cette terre avec cette espèce d'innocence, on se rappelle de rien, on est complètement amnésique, et en fait, la vie, selon les cas aussi, va être douce ou va être rude pour qu'on apprenne quelque chose et pour qu'on se retrouve sur notre chemin de vie. Et après, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont des vies plus douces que d'autres, et moi, je sais pas pourquoi c'était comme ça, mais peut-être que j'allais tellement loin qu'il fallait me réveiller, et que comme si c'était un moyen de me réveiller aussi, et comme on dit, c'est au-delà du cadeau très mal enrobé, parce que pour le coup, on est au-delà du cadeau, on a du mal à appeler ça un cadeau quand même moi, même aujourd'hui, et même 30 ans après, j'ai quand même du mal à appeler ça un cadeau, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un électrochoc qui m'a permis de comprendre que j'aimais la vie. Et voilà, et après, ça ressemblait pas au hasard, et surtout pas de le croiser deux fois. Alors justement, vous parlez d'électrochoc. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'authenticité et le port de masque aussi, qu'on enfile comme ça perpétuellement, quasiment quotidiennement. Enfin, oui. Moi, quotidiennement, sans doute. Et finalement, cet électrochoc, ça va de pair avec revenir à votre essentiel, à votre essence même. Et comment certains peuvent subir des électrochocs pour faire tomber les masques, si je puis dire, et revenir à son authenticité, à sa vraie nature. Et puis d'autres, finalement, se cachent encore derrière ces masques et puis ne vivent pas même s'il y a des électrochocs, mais ils ne les vivent pas, ils ne les perçoivent pas. Voilà. Comment on peut... Est-ce qu'il y aurait deux catégories d'êtres humains? Oui. Je pense qu'il y a 1000 catégories d'êtres humains. Il y a tout un arc-en-ciel. Je ne sais pas. Je ne sais pas, en fait, vraiment, parce que ça aurait pu me détruire. J'aurais pu rester au sol, en fait, et ne pas me relever. Et je comprends tout à fait les personnes à qui arriverait ce même genre de choses et qui ne se relèveraient pas et qui... Voilà, en fait, tout heure de la vie peut nous briser possiblement ou nous rendre plus forts. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi c'est l'un ou l'autre. Et je ne sais pas pourquoi, et parfois c'est l'un et l'autre.
C'est-à-dire que je pense que ça m'a brisé d'une certaine manière, qu'après moi j'ai été quand même en stress post-traumatique pendant des années, j'osais plus, jusqu'à il y a pas très longtemps, hein. Pour moi, sortir, prendre le métro toute seule le soir ou rentrer de nuit, c'est quelque chose qui est très compliqué, où j'ai encore parfois des montées de panique qui peuvent arriver, et où j'ai mes clés dans les mains au cas où, et où je me prépare toujours en me disant que la mauvaise rencontre peut arriver, parce que quand on l'a déjà faite, on sait qu'elle peut arriver, et donc ça crée quand même des stress longue durée, que moi j'ai essayé de travailler, de soigner, de guérir depuis une dizaine d'années en faisant beaucoup de pratiques, notamment chamaniques. Mais voilà, donc je ne sais pas en fait. Qu'est-ce qui fait un destin de vie? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup on est plus ou moins, roseau ou chêne? Il y a ça aussi. Parfois les gens qui sont les plus solides, un coup peut les abattre. Et moi, finalement, j'étais tellement non solide et tellement déjà attaquée de toutes parts que finalement, en étant attaquée, j'ai quand même pu me redresser comme un roseau, quoi, parce que j'étais à la fois fragile et souple, quoi. Je sais pas comment dire. J'avais déjà reçu des coups, donc, mais des coups même intérieurs, en fait, même pas des coups extérieurs. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui fait que tout d'un coup, quelque chose peut nous abattre ou quelque chose peut nous renforcer. Mais ce qui est certain, c'est que moi, j'ai compris que ça m'avait renforcé 20 ans après. Sur le coup, je l'ai pas compris. Et je l'ai pas du tout vécu comme ça. Et je l'ai vécu, encore une fois, comme quelque chose de terrible. Et ça a alimenté encore quelque chose comme une espèce de tristesse, voilà. Mais, à un moment, je me suis quand même rendu compte que finalement j'ai arrêté l'héroïne, je me suis mise à faire du théâtre avec plus d'enthousiasme et de joie et de passion, et finalement ma vie s'est remise sur ses rails. Mais je ne sais pas à quoi c'est dû, et je crois que vraiment je pense qu'on peut pas savoir vraiment ces choses-là, et que c'est pas grave en fait, on n'a pas besoin de tout savoir, on n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses. Et souvent on trouve plus des questions, et souvent c'est la question qui est intéressante, parce qu'en fait elle ouvre. Et la réponse parfois ferme. Et je ne sais pas si on peut avoir des choses aussi fixes. La vie, elle est mouvante. La vie, elle est en perpétuelle transformation. La vie, c'est un chemin. Donc, il n'y a pas un moment où on est arrivé. Il n'y a pas un moment où on a une vérité. Non, il y en a une et puis après une autre. Et puis celle qu'on pensait qui était une vérité, en fait, hop, elle ouvre une nouvelle fenêtre et on s'aperçoit qu'en fait, derrière, il y a des pièces qui sont cachées. Et tout est comme ça. Il y a tellement de facettes et c'est comme une espèce d'immense ruche, quoi. Malheureusement, c'est pas ce qu'on nous enseigne. C'est pas ce qu'on nous enseigne. Quand on arrive ici sur Terre, non, c'est pas ce qu'on nous enseigne. Justement, on nous dit que la vie est, voilà, il faut aller à la recherche de la vérité. La vie est comme ça, elle est cadrée, elle est ceci. Effectivement, ce que vous dites, c'est que la vie est en perpétuel mouvement et peu importe le chemin qu'on prend, voilà, si on se laisse guider, si on se laisse effectivement, mais ça. Il faut aller contre parfois ce qu'on nous apprend. Il faut réussir à revenir à s'écouter soi. Mais c'est compliqué. Alors, on parlait de Paris au tout début de cet entretien. C'est compliqué de s'écouter, de s'arrêter, de se poser. Et puis, quand on est dans une ville comme ça, aussi bruyante, en perpétuel mouvement, et qui nous pousse à entrer dans des spirales de suractivité, etc. Et oui, comment vous êtes pas... Est-ce que vous, en tant que chamane, comment vous vivez ces interférences perpétuelles? Alors moi, déjà, je suis un peu comme une ours. C'est-à-dire que je quitte peu ma grotte, quoi. Donc je reste dans mon appartement quand je reçois les gens. Votre animal totem, l'ours? Non, non, c'est pas vous. Mais j'ai un ours qui m'aide beaucoup. C'est pas exactement lui, mais c'est un ours très présent, on va dire. Mais oui, c'est ça. Moi, j'aime bien rester. Moi, je me protège beaucoup, donc je reste beaucoup chez moi. Déjà, pour écrire, il faut être isolé. Enfin, moi, en tout cas, je peux écrire que dans le silence, dans le calme, dans le retrait. Et même à Paris, on peut à certains moments réussir à trouver cet endroit de calme, parce que de toute façon, le vrai endroit de calme qu'on cherche, il est à l'intérieur de nous. C'est là qu'il faut aller le chercher. Et là, tout peut s'agiter autour. Si on a trouvé à l'intérieur de soi son lieu de soins, de calme, son lieu de ressources, le lieu où tout d'un coup on peut aller justement boire à la source de la paix intérieure à l'intérieur de soi, tout peut bouger. Ça, à l'extérieur, il y a quelque chose qui est protégé. Et c'est ça qu'il faut... C'est presque le seul pouvoir qu'on a. On n'a pas un grand pouvoir sur le monde.
On peut avoir l'illusion d'avoir un pouvoir sur le monde, mais souvent c'est une illusion. Et par contre, le petit pouvoir qu'on peut essayer d'avoir, et encore une fois, un pouvoir, ça ne veut pas dire de devenir son propre tyran ou son propre dictateur, pas du tout. Le pouvoir, c'est d'essayer justement de prendre soin de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, d'être quelqu'un qui prend soin déjà de soi, d'essayer de se voir comme sa meilleure amie, comme son meilleur ami, comme quelqu'un qui a besoin d'aide, comme quelqu'un qui a besoin de notre amour, qui a besoin de notre attention, et de réussir à se regarder avec amour, avec attention, avec bienveillance, de bien se parler. J'ai une amie qui nous dit que le matin, la première chose qu'elle fait quand elle se voit dans le miroir, quelle que soit la tête qu'elle est, elle se dit « bonjour beauté ». Et parfois, ça la fait rire parce que vraiment, elle se trouve pas belle du tout. Et parfois, elle est tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit. Mais de toute façon, déjà, de se dire ça dès le matin, de commencer par dire du bien, par envoyer des bénédictions plutôt que des malédictions, de s'aimer, exactement, de se regarder avec tendresse. Comme on regarde les gens qu'on aime, on les regarde avec tendresse, on est doux avec eux, on est gentil, on est patient, la plupart du temps, en tout cas, on essaie. Et d'essayer de se considérer comme ça aussi, d'arrêter en fait de s'insulter, de se juger, de se bousculer, de se torturer, de se je ne sais quoi, et d'essayer déjà de retrouver un lien sacré de sororité, on va dire, quand on est une femme en tout cas, entre soi et soi. Et la sororité sacrée, c'est-à-dire la sororité belle et bienveillante. On dit souvent que les femmes, soi-disant, se détestent entre elles. La plupart du temps, c'est faux. Moi, j'ai toujours eu déjà des sœurs que j'aime par-dessus tout et des amies, vraiment. Et on s'est toujours beaucoup entraidées, en fait. Et elles m'ont beaucoup appris, elles m'ont beaucoup apporté. Et donc, d'essayer de se voir comme une sœur, mais comme une sœur qu'on aime et en laquelle on croit. C'est fou les mots qu'on est capable de trouver pour encourager quelqu'un quand il est à l'extérieur de nous. Et comme c'est difficile parfois de s'encourager soi-même ou de se dire en fait des choses positives qui vont nous donner de la force, du courage et de réussir à redevenir la bonne amie, mais pour soi déjà. Et quand on l'est pour soi, parfois on arrive un peu aussi finalement à l'être aussi pour les autres. Mais déjà pour soi. Et vraiment encore une fois de reprendre ce petit pouvoir-là, de se dire que finalement on a quand même un impact possible sur nous-mêmes. On peut essayer petit à petit, en douceur, de semer à l'intérieur de soi des petites graines qui vont pousser et qu'on va veiller comme un jardinier bienveillant et de se dire qu'on a envie de remettre un peu de lumière, un peu de joie. Où se situe notre joie à l'intérieur de nous? Et comment est-ce qu'on pourrait l'aider à grandir, à être protégé justement des vents contraires et de réussir à se dire que finalement on peut faire ce travail d'alchimie intérieure, d'entrer à l'intérieur de soi et de chercher justement, tiens, est-ce que là, il y a quelque chose, est-ce que j'ai encore une tristesse, est-ce que j'ai encore, pourquoi est-ce que ça se noue là, qu'est-ce qui se passe? D'écouter son corps en fait. Le corps, c'est vraiment notre allié. C'est vraiment, il nous parle sans arrêt. Et donc, si on l'écoute pas, il peut développer malheureusement des maux, des choses comme ça. Et si on l'écoute, en fait, ça devient comme un guide. Moi, j'essaye maintenant que j'ai l'impression que mon corps et moi, on est redevenus amis. Et on l'a pas toujours été, j'imagine, en tout cas pas quand j'étais jeune, ça c'est certain, de l'écouter. Quand il me dit oui, j'y vais. Et quand il me dit non, je me dis on va réfléchir à deux fois et si tu me dis non, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Donc et de l'écouter en fait, comme on écouterait quand on marche dans la forêt à côté d'un chien, s'il s'arrête, on s'arrête. Parce qu'on sait que le chien a gardé son instinct. Et en fait, notre corps, il est comme ça, il a son instinct aussi. Simplement, il a été mis en laisse. Il a été mis en laisse, il a été corseté par les éducations différentes, les sociétés, enfin tout, voilà, qui fait que nous sommes tous sauf des êtres naturels. C'est notre meilleure boussole intérieure, finalement. C'est notre plus grande boussole intérieure, le corps. Exactement, parce qu'il sait. Et d'ailleurs, souvent on sait quand quelqu'un nous a trompés, tout ça, on le savait. Le corps nous l'avait dit, mais notre raison a dit mais non, sûrement pas. Qu'est-ce que tu fais? C'est le mental, voilà. De quoi tu parles? Absolument pas. Mais le corps sait, il a vraiment sa profonde intelligence. La chose quand même qu'il faut savoir par rapport au corps et que quelqu'un m'avait dit un jour et que j'ai toujours gardé en tête, c'est qu'en effet notre corps c'est notre boussole intérieure, mais que malgré tout, un corps qui justement a subi de trop gros traumatismes peut être en mode panique et donc il sait plus lui-même où est sa boussole et il va tout le temps être en panique en fait. Donc, il faut d'abord, de toute façon, commencer par travailler
sur ce corps, à essayer de l'apaiser, à essayer de le soigner, de prendre soin de lui, d'essayer de l'entendre en fait quand il nous parle. Et une fois en fait que cette boussole intérieure commence à être un peu soignée, un peu guérie, c'est là qu'à nouveau on peut l'écouter, parce que là la flèche indique notre nord, quoi. Alors que parfois sinon elle peut être, elle sait même plus. Il y a des gens qui ont une boussole qui est cassée ou qui est abîmée. C'est jamais cassé en fait, mais ça peut être très abîmé. Et parfois, il faut vraiment justement des années ou de thérapie ou de pratique ou de 1000 choses en fait qui sont là, des outils qui existent pour réussir à petit comprendre déjà qu'on a une boussole, que peut-être qu'elle est un peu abîmée ou cassée, qu'on peut peut-être la réparer et qu'une fois qu'elle est réparée, qu'elle redevienne notre amie et notre guide. Est-ce que ça passe aussi par le fait de retrouver pour les femmes son féminin sacré et pour les hommes leur masculin sacré? Ah, moi, je pense que oui. Et je pense même que nous devons accueillir chacun les deux. C'est-à-dire qu'il y a en nous masculin et féminin sacré. En chaque être, en fait. Nous sommes complètement en double, triple. Et nous avons yin et yang, en fait. C'est là où les Asiatiques ont quand même une vision de la vie qui est assez juste. C'est que quand vous regardez le symbole yin-yang, il y a un peu de yang dans le yin, un peu de yin dans le yang. Et surtout, c'est une seule et même chose. Donc, c'est ça qu'il faut chercher à l'intérieur de soi. Et le féminin sacré, oui, bien sûr. Le féminin sacré, le féminin originel. Et c'est aussi pour ça que ça me semblait important, d'ailleurs, dans le livre, de parler de sexualité, parce que, encore une fois, c'est pareil, ça fait partie des tabous, ça fait partie des choses dont on ne doit pas parler, ça fait partie des choses qui doivent rester sous silence, etc. Alors qu'il y a énormément de frustration, de peur, de tristesse, d'incompréhension à ce niveau-là. Moi, j'anime parfois des cercles de femmes, donc où là, c'est incroyable, parce que quand les femmes se retrouvent entre elles en cercle, elles ont une liberté de parole et un courage aussi pour nommer et pour dire les choses, mais qui est absolument fabuleux. Et je vois bien quand même qu'au niveau de justement la sexualité, le lien avec l'utérus, le lien avec ses cycles, le lien avec son sexe aussi, tout simplement, qui peut être soit complètement fermé, soit ouvert aux quatre vents, mais c'est pas forcément beaucoup mieux, soit voilà, en harmonie avec soi. Enfin, il y a 1000 manières en fait d'être en lien avec son corps, avec sa sexualité, avec son sexe même. Et donc ça me semble important d'en parler et de dire les choses. Pourquoi? Parce que je sais que ça libère aussi. Et je sais que justement, ces choses-là, elles doivent pas non plus rester tues, parce que voilà, ça abîme en fait. Et que, encore une fois, quand on voit les femmes qui entre elles vont se mettre à parler, à pleurer, à poser des choses, à les mettre comme ça sur le tapis, et qu'il y a la force du cercle qui est simplement là pour écouter, pour être témoin, et ben tout d'un coup, il se passe des choses, il y a des guérisons, il y a des débuts de guérison qui se mettent à fleurir. Et donc moi, dans le livre, j'essaye toujours de mettre des petites graines en me disant, je plante des graines, et puis après, selon si ça arrive dans de l'argile, ça poussera, si ça arrive dans du béton, ça rebondira, mais c'est pas grave, on met quand même des graines. Et puis parfois, même dans le béton, hop, en fait, il y avait une petite faille, et puis il y a une petite fleur des champs qui va pousser dans le béton, comme on voit dans la rue, ça arrive tout le temps. Et c'est pour ça que ça me semble important. Et donc oui, le féminin sacré, oui. Moi, j'ai toujours eu l'impression, quand j'étais jeune, on me disait « bonjour jeune homme ». Après, quand je grandissais, je suis restée quand même très androgyne. Donc, j'avais toujours l'impression qu'il fallait que je m'habille ou que je me maquille ou que je fasse semblant d'être une femme, parce que sinon, personne ne saurait que j'en étais une. Mais j'ai toujours aimé être une femme en même temps. Ça a toujours été, ça a toujours été quand même un bonheur d'être une femme. C'était quelque chose que j'aimais, voilà, que je trouvais beau, j'aimais bien ça. Déjà, c'est pas mal. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui regrettent de pas avoir été un homme ou alors après, ça n'empêche que forcément en tant que femme, on ne peut que entrer en empathie à toute la violence faite aux femmes sur cette planète, et femmes et à la Terre, parce que la Terre aussi, pour tous les peuples premiers, elle est considérée comme la première mère. Et c'est Pachamama, c'est la mère Terre, la Terre-mère. Donc en fait, à partir du moment où on considère la Terre comme un objet qu'on peut saccager, exploiter, lui retirer tout son pétrole, toutes ses pierres précieuses, etc., labourer jusqu'à l'empoisonner. Et ben, c'est un peu comme ça qu'on considère le corps de la femme, et c'est un peu comme ça qu'on considère les femmes et le féminin. Et c'est pour ça que plus le féminin remontera aussi bien chez les hommes que chez les femmes, et le masculin chez les femmes aussi, et peut-être plus les choses pourront se réorienter, et de retrouver un peu plus de douceur, la douce sœur, la douceur.
hommage à mon amie Apacia. Quand je dis ça, parce que c'est beau d'entendre ça dans douceur. Tout d'un coup, ça ouvre le mot, il prend une autre tournure. Il veut dire quelque chose. Et c'est vrai qu'on a besoin de plus de coopération. On a besoin de s'entraider, on a besoin de s'écouter, on a besoin... Voilà, il y a beaucoup trop de tristesse, en fait, beaucoup trop de perte d'âme, beaucoup trop de violence. Et à un moment, il va falloir que justement les femmes et le féminin qu'il y a dans les hommes aussi, se relèvent. Et peut-être essayent de coopérer, de refaire des cercles comme il y a parfois dans certains pays d'ailleurs, où tout d'un coup, en Amérique du Sud, c'est les femmes, c'est les grands-mères qui vont aller défiler pour toutes les femmes qui ont disparu, qui ont été enlevées, et c'est elles qui vont tout d'un coup se révolter, qui vont aller dans la rue, mais avec douceur quand même, sans prendre les armes justement. Parce que je crois que les armes, malheureusement, ne seront jamais une solution. C'est jamais ça qui pourra nous sauver. En tout cas, pour l'instant, le passé nous a montré que non. Et j'espère que l'avenir nous montrera des jours meilleurs, quoi. Et ouais, de retrouver un équilibre. L'équilibre entre les hommes et les femmes. Oui, c'est ça. Parce que moi, j'adore les hommes. Je suis pas du tout misandre. Bien au contraire, je vis avec un homme depuis bien longtemps. On a des enfants. Voilà, j'aime beaucoup les hommes. J'ai toujours eu des amis hommes. Et c'est plus les règles, on va dire, patriarcales qui régissent le monde et qui sont quand même malgré tout tournées vers le pouvoir, l'argent, la vente d'armes, etc. Et à un moment, si tous on arrivait à se dire, mais allons essayer de soigner la source qui est pleine de plastique, et si on allait la nettoyer, et si on essayait de nourrir ceux qui n'ont rien, un peu comme dans les peuples premiers ou les tribus premières, comme ils étaient moins nombreux, en fait, quand quelqu'un n'allait pas bien, ou quand quelqu'un tout d'un coup, c'était les autres qui s'occupaient de lui. Et nous, on a perdu ce sens-là parce qu'on est 1000 fois trop nombreux. Donc c'est impossible de s'occuper de tout le monde. Donc il n'y a plus ce sens-là, il n'y a même plus le sens de la tribu, il n'y a même plus le sens de la communauté vraiment en fait. Parce que c'est chacun pour soi, surtout dans les grandes villes, et du coup il n'y a pas de... Le voisin, c'est son problème, la vie qu'il a, et la voisine pareil. Et voilà, si moi je vais bien, tout va bien. Je ne sais pas si moi je vais bien et que tout va bien, je suis pas sûre. En fait, il faut quand même qu'on aille, dans l'absolu, il faudrait qu'on aille tous bien. Donc imaginez le chantier qu'il y a à faire pour qu'on aille tous bien. Est-ce que c'est possible ? Je ne sais pas. Alors, pour en revenir au peuple premier, je voudrais qu'on aborde votre prise de conscience. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, prise de conscience, ou en tout cas, en 2014, vous êtes mariés, vous avez déjà vos deux enfants. Et en 2014, il y a quelque chose qui vous arrive. Vous avez eu l'apparition d'un homme qui s'appelle Sitting Bull. C'est ça. Donc c'est un Amérindien, c'est un chef de tribu, et cette vision ne va pas vous quitter pendant 4 jours. Alors est-ce que c'est vraiment là qu'il y a cette prise de conscience, ou c'est juste... Et puis aussi, alors est-ce que c'est juste une apparition et vous vous demandez qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive, est-ce que c'est réel ou pas? Est-ce que vous aviez aussi déjà vu son portrait quelque part, où vous connaissiez sa tribu, où vous aviez déjà eu un écho de ce personnage-là? Parce qu'après, vous allez bien sûr nous raconter la suite. Bien sûr. Alors moi, j'avais forcément vu sa photo, je pense, parce qu'il est quand même très connu, en fait. Il est mort à la fin du 19e siècle, mais c'est un des chefs amérindiens les plus connus, avec Geronimo, et puis je ne sais plus qui, Cochise peut-être. Donc ils sont pas non plus 15 000 à être reconnaissables. Mais moi, bizarrement, en tout cas, il n'était jamais entré dans mon disque dur, quoi. Donc, quand je l'ai vu apparaître, je savais pas qui c'était. Et est-ce que j'avais entendu parler de lui ? J'imagine, mais c'est pareil. Vous vous intéressiez déjà, par exemple, aux Amérindiens, à leur histoire, à leur... vous êtes déjà parti aux États-Unis, donc... Ouais. J'ai vécu aux États-Unis même quand j'étais jeune, donc j'étais même passée dans une réserve indienne, j'avais vu un powwow, ils dansaient, tout ça, j'avais trouvé ça super beau, et voilà, ça s'était arrêté là en fait. C'était pas du tout, ça faisait pas du tout partie de ma passion, comme ça peut l'être d'ailleurs dans la vie de certaines personnes qui sont fascinées par les Amérindiens depuis leur enfance, qui ont toujours eu ce lien, mais vraiment presque de ventre avec leur histoire. Et donc, moi, j'ai jamais eu ça. Donc, en fait, quand il est apparu, pour moi, c'était un inconnu.
Je savais pas qui c'était. Et est-ce que vous m'avez demandé si je pensais que c'était réel ou irréel ou... Oui, parce que bon, vous le racontez. Hein, en fait, c'est terrible. Enfin, c'est terrible. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'était réel. C'est-à-dire que c'est comme si tout d'un coup, réellement, vous voyez apparaître un visage. Vous le voyez, en fait. Donc après, j'ai jamais eu. Donc peut-être que d'un point de vue psychiatrique, ça peut être considéré comme une hallucination. J'en sais rien parce que j'ai jamais eu d'autres visions que celle-ci. En tout cas, les yeux ouverts. Mais c'est tellement réel et c'est tellement présent que, en fait, moi, je ne pouvais pas me dire que ça n'existait pas. C'était pas possible parce que c'était très intrusif. Il me regardait vraiment. Et il était à une vingtaine, trentaine de centimètres. Donc, c'était vraiment une présence extrêmement puissante, quoi. Il y avait quelque chose, c'était impossible de ne pas le voir et c'était impossible de refermer les yeux. Et non, moi, avant ça, j'avais jamais eu de prise de conscience. J'étais pas du tout quelqu'un de spirituel, hein. En effet, moi, mes parents étaient catholiques et donc pour moi, la religion, c'est quelque chose que j'avais vraiment rejeté. C'est un rejet viscéral, même. C'était un rejet viscéral. À croire que dans une ancienne vie, l'Église avait dû me faire quelque chose pour que je la rejette autant jeune. Donc vraiment, oui, c'était un rejet viscéral. Et donc pour moi, la spiritualité, c'était très suspect. Ça faisait partie des mêmes choses voilà, c'était quelque chose que j'avais refusé. Donc j'étais pas en quête de quoi que ce soit. Et je pensais pas, très honnêtement, qu'on pouvait voir un mort les yeux ouverts. En fait, pour moi, c'était pas quelque chose qui était de l'ordre du possible. Donc, je me suis retrouvée face à ce mystère insoluble et face à cet homme qui tout d'un coup m'est apparu et qui tout d'un coup, en fait, forcément, moi, je me suis renseignée sur lui quand j'ai compris qui il était. Comme il me suivait partout, parce que j'étais dans ma cuisine quand il est apparu, mais en fait, il me suivait, il était collé à mon champ de vision. Ce qui est surréaliste aussi, c'est ce que vous expliquez, c'est que pendant 4 jours, vous avez sa vision, en fait. Oui. Il m'a regardé pendant 4 jours. Pendant 1 heure ou... Ah non. 4 jours. Vous êtes là, ou vous alliez d'ailleurs vous raconter même dans la douche, sous la douche. C'est ça, mais c'est terrible. Parce que, en fait, on aime bien avoir l'illusion qu'on est seul et qu'on n'est pas regardé, justement, comme un peu ce que j'avais dit à l'agresseur. Ça fait du bien de se dire que personne ne nous voit. Et quand tout d'un coup, quelqu'un vraiment vous voit 24 heures sur 24, que vous alliez faire pipi, prendre votre douche, prendre le RER, j'ai dû donner un cours à mes étudiants en cinéma, scénario. Et il était là, quoi. Donc, c'est quand même extrêmement intrusif et complètement... Ça rend, je sais pas comment dire, ça rend complètement perplexe, surtout, en fait. À partir de là, moi, j'avais plus de sol sous les pieds. J'arrivais plus à savoir, justement, ce qui était vrai, ce qui était pas vrai, ce qui était visible, ce qui était invisible, plus rien n'avait de sens. Parce que il y avait eu un bug, en fait. C'est vraiment, pour le coup, quand on parle de bug dans la matrice, vraiment, moi, j'ai eu un bug, un vrai bug. Et heureusement pour moi, c'était pas un démon ou je ne sais quoi qui est apparu, qui m'aurait terrifié et qui m'aurait sans doute emmené directement à l'hôpital psychiatrique. Non, c'était un chef amérindien avec un air extrêmement bienveillant, mais par contre, je sentais qu'il attendait quelque chose de moi, qu'il espérait quelque chose de moi. Et donc, j'ai fait des recherches sur lui. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en voyant le génocide dont ils avaient été les victimes. Je le savais, mais pas à ce point-là. Et encore une fois, ça faisait pas partie de ma vie, quoi. Voilà, tout simplement. C'est comme tout. On peut pas tout savoir sur tout et on peut pas être habité par tout. C'est impossible. Il y a trop de choses sur cette terre. Donc, ça faisait pas partie, voilà, de ma vie à l'époque. Et après, bien entendu, du coup, maintenant, ça fait partie de ma vie beaucoup. Et en fait, cette apparition c'est ça qui m'a menée chez une chamane. Parce que le 3e jour où la vision commençait à devenir de plus en plus présente et en plus je commençais à entendre des sons de tambour, des mots dans une langue que je ne connaissais pas, enfin voilà, ça commençait à être ça faisait un peu peur quand même aussi. Et j'ai vu sur un des sites qu'il était considéré comme un chaman amérindien. Et en fait, bon, c'était pas vraiment un chaman, c'était plus un homme médecine, enfin un homme saint. Ils appellent ça les hommes saints plutôt, voilà. Et il avait des visions, des choses comme ça. Et là, je me suis dit, il faudrait peut-être que j'aille voir quelqu'un qui croit qu'on peut voir des morts, parce que moi, j'y crois pas, mais j'en vois un, donc il faut que j'aille voir quelqu'un qui y croit. Et c'est là que j'ai été en contact, j'ai réussi à prendre contact avec cette femme qui s'appelait Elena Meshechkina, une chamane russe qui vivait à Paris à l'époque, qui maintenant est en Espagne. Et en fait, je l'ai eue et je lui ai expliqué que ça faisait 3 jours que je voyais un mort. Et en fait, elle m'a dit, mais d'accord, vous en faites pas, ça arrive, venez me voir, je vais vous jouer du tambour. Elle m'a vraiment rassurée, alors que moi, j'étais complètement paniquée quand même. J'étais tombée dans la 4e dimension. Et elle, bon, ça avait pas l'air de lui sembler plus bizarre que ça. Et donc, j'ai fini par aller la voir. À partir du moment en fait, où j'ai pris rendez-vous avec elle, la vision qui avait fait qu'augmenter en puissance a commencé à redescendre petit à petit et elle a fini par partir le jour d'après. Ça a quand même duré 4 jours. Et après, quand j'ai été la voir,
Elle m'a parlé un peu de chamanisme. Et donc moi, je m'y connaissais absolument pas. Et elle m'a proposé de me jouer du tambour. Et en fait, la seule chose qu'elle m'a dit, c'est demander aux esprits de vous emmener à votre indien. Et donc, elle m'a fait m'allonger, elle m'a mis une petite couverture, elle s'est mise à jouer du tambour. Et là, j'ai fait un voyage chamanique très très puissant, avec à nouveau une dissociation, un peu comme pour mon agression, mais de manière différente, parce que là, j'étais plus dans le même espace-temps. Mon corps était avec elle et mon esprit était dans une forêt mystérieuse. C'est une sortie hors du corps. C'est carrément une sortie, mais très très loin du corps, on va dire. Je savais même plus où était mon corps. C'était un peu ça mon problème, parce que je savais pas du tout comment j'allais pouvoir revenir, réintégrer mon corps et qu'on puisse se réunifier, parce que j'étais vraiment totalement dans cette forêt. Et là, c'est là que j'ai rencontré donc ma louve, qui est elle mon animal allié, guide, totem, on peut appeler ça comme on veut, qui au départ, quand elle s'est présentée à moi, elle était très agressive. Donc vraiment, elle grognait, elle avait vraiment les poils complètement hérissés, tout ça. Et elle était exactement à l'orée de la forêt. Moi, j'étais dans la neige, j'étais pieds nus dans la neige, il y avait la forêt qui était là. Et elle est apparue entre les troncs comme ça, très menaçante. Et là, je me suis dit, elle m'a dit de dire aux esprits, ça doit être un esprit. Donc je lui ai dit, j'ai pas peur de toi, emmène-moi à Sitting Bull. Et dès qu'en fait, je lui ai dit ça avec autorité, hop, elle était plus du tout agressive, elle est devenue même plutôt gentille. Et c'est elle qui m'a emmenée au cœur de la forêt, où là j'ai revu Sitting Bull qui était près d'un feu, il s'est passé plein de choses. Je vais pas peut-être le raconter en détail, je sais pas si c'est intéressant ou non. Il faut lire le livre pour avoir tous les détails. Mais bon, en tout cas, j'ai revu Sitting Bull dans cet état de transe, de voyage. Mon corps a vécu une transe physique parce que j'avais l'impression d'avoir des griffes énergétiques mais réelles, qui me sortaient de mes vrais doigts et de mes vrais orteils. Et moi, dans le moi esprit, on va dire, qui était dans la forêt, j'ai revu Sitting Bull, je me suis retrouvée sur le dos d'un aigle, j'ai vu des Amérindiens morts dans la neige, qui en fait est une scène qui a existé et qui est un des derniers massacres des Amérindiens qui a eu lieu 15 jours après l'assassinat de Sitting Bull. Donc tout était très lié, mais bien sûr, je ne le savais pas du tout à l'époque. Et quand je suis revenue dans la clairière face à Sitting Bull, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a plongé sa main dans mon torse, il a remonté sa main, il a décroché mon cœur, il me l'a montré. Et mon cœur, bon, c'était pas du tout un cœur sanglant, ça ressemblait à une lampe un peu art déco, c'était très joli. Et en fait, il me l'a montré, il l'a mis dans ma tête, à la place de mon cerveau. Et en fait, après, il m'a soufflé dans le nez, et là, paf, il y a tout qui a disparu, et je me suis retrouvée dans un espèce de no man's land, sans savoir ni où j'étais, ni qui j'étais. Et petit à petit, j'ai commencé à réentendre la voix de la chamane qui me disait « Revenez, revenez, revenez ». Je me suis redit « Ah bah oui, en fait, je suis en séance de tambour, il y avait même plus de tambour, j'avais tout oublié, j'étais complètement partie ». Elle m'a fait revenir, et quand je suis revenue, elle m'a regardée avec pas mal, un peu de compassion, on va dire, ou d'empathie, et elle m'a dit, bon, c'est vrai que c'est pas très normal de voir un mort pendant 4 jours, et là, vu comment vous avez réagi au tambour chamanique, vous êtes foutu, vous êtes chaman. Voilà, donc c'est un mort qui est venu vous chercher, donc en fait, si vous n'apprenez pas les pratiques chamaniques, il va revenir. Donc, en fait, il faudrait que vous appreniez le tambour, tout ça. Donc, moi, j'étais là, quoi? Mais je pensais qu'elle allait venir pour m'expliquer ce qui s'était passé. En fait, elle me dit que c'est moi qui suis chamane, que je peux pas y échapper. Enfin, il y avait vraiment quelque chose qui était complètement, de plus en plus aberrant, en fait. C'est-à-dire que, en 7 jours de ma vie, j'allais presque avoir 40 ans, quand même, hein. Donc, pendant 40 ans de ma vie, j'ai quand même vécu une vie, alors bon, bien sûr, des drogues, des machins, des hauts, des bas, mais quand même une vie assez, on va dire, courante. Enfin, normal. Enfin, je sais pas si c'est normal, mais on va dire que c'est une vie, quoi, une vie. Et là, tout d'un coup, c'était surréaliste. Je vois un mort pendant 4 jours, j'arrive à retrouver son identité, je vais voir une chamane, chose qui me serait jamais venue à l'idée la semaine d'avant, mais jamais j'aurais été voir une chamane. Et elle m'annonce que moi-même, je suis chamane. Donc voilà, tout ça a été, en 7 jours, ma vie a basculé. Et voilà, et dès le lendemain de cette annonce complètement étrange, mais qui quand même... En fait, l'annonce, elle était étrange, et en même temps, elle expliquait tout. Voilà. À la fois, ça expliquait tout le chaos de ma jeunesse où je cherchais sans doute les états modifiés de conscience, même à travers les drogues, et j'essayais de chercher ma place que je trouvais pas parce qu'en fait, j'avais sûrement une mission de vie qui ne se présentait pas à moi, et du coup, ça créait du chaos et de la maladie psychique, on va dire. Et en même temps, ça expliquait pourquoi j'avais vu un mort pendant 4 jours, ce qui quand même, encore 1 heure avant le voyage chamanique, me semblait impossible, improbable et incompréhensible. Donc voilà, donc elle a réussi à poser ce diagnostic qui quand même m'a donné une information importante qu'après j'ai mis du temps à laisser infuser. Et dès le lendemain,
de ce voyage chamanique un peu fou, j'ai contacté en fait l'arrière-petit-fils de Sitting Bull, parce que j'avais vu donc en faisant des recherches sur lui qu'il avait un arrière-petit-fils encore vivant, qui s'appelle Ernie Lapointe, et qui est donc un vétéran du Vietnam, septuagénaire, voilà, à la vie extrêmement cabossée et incroyable aussi de résilience. Je l'ai contacté, je lui ai dit, j'ai vu votre arrière-grand-père pendant 4 jours, vous allez sûrement me prendre pour une folle, mais voilà ce qui s'est passé. Hier, j'ai été voir une chamane, votre arrière-grand-père a pris mon cœur, il l'a mis dans ma tête, etc. Et elle m'a dit que j'étais chamane, voilà, je vous raconte tout ça, je sais pas ce que vous allez en faire, mais j'ai besoin de le partager avec vous. Et en fait, de là a commencé à naître une correspondance. On a commencé à parler. Moi, j'avais envie de rendre quelque chose à Sitting Bull parce que je voyais bien quand même que son arrivée dans ma vie, c'était un cadeau. Je l'ai vite compris que c'était un cadeau. Et donc, je me suis dit que j'avais envie d'écrire un film sur lui pour partager voilà, sa culture, sa spiritualité et l'écrire avec son arrière-petit-fils. Moi, donc, je suis scénariste, donc je sais écrire des films. Et puis lui, il a toute la connaissance aussi de la spiritualité et de la vie de son ancêtre. Et là, il m'a dit « Ah, mais c'est pas si simple, il y a des tabous. Et puis, de toute façon, on peut pas parler comme ça par Facebook ou je ne sais quoi. Moi, j'ai besoin de voir les gens, d'être face à eux, de me plonger dans leur regard, de voir comment est leur cœur et tout ça. Donc, si tu veux, tu viens me voir dans le Dakota du Sud. Et là, on pourra en parler, mais il y a des tabous. » Et du coup, moi, je suis partie, donc ça, c'était en 2015, c'était 1 an après. Je suis partie dans le Dakota du Sud, toute seule, avec mon idée en tête de vouloir écrire ce film avec lui. Et en fait, lui n'était pas dès le départ, il savait qu'il n'écrirait pas le film avec moi. Mais par contre, une amitié est née de ce voyage, avec lui, avec sa femme Sonia. Et en fait, on est encore très amis aujourd'hui. Un de ses livres sur son arrière-grand-père a été traduit en français. J'avais fait la préface. Donc, il était venu en 2019. On a fait une tournée en France, en Belgique. Et après, pendant le confinement, en fait, on se voyait tous les lundis. Enfin, on se voyait par Skype tous les lundis. Et je l'ai interviewé sur sa vie, tout ça. Et j'ai tout rassemblé dans un livre qui donc est son autobiographie à lui, qui s'appelle Sundancer et qui est sorti en 2021 chez Tré Daniel. Et c'est un très beau livre, parce qu'en fait, c'est très rare d'avoir la parole des Amérindiens, elle est rare, parce que justement, ils ont une culture de l'oralité, et pas du tout de l'écrit. Donc, il y a quelques livres qui existent, mais très peu. Et donc, moi, j'ai vraiment essayé de récolter sa parole, aussi bien quand il parle de sa mère qui était femme médecine, de son enfance, tout ça, et voilà. Donc maintenant, aujourd'hui, les Amérindiens, on va dire, j'ai un lien de cœur, comme si c'était, je sais pas, des cousins de cœur, comme si quelque chose de leur lignée s'est ouvert à moi de manière accidentelle. Est-ce que c'est comme si aussi on vous avait investi, Sitting Bull vous a investi d'une mission aussi? Alors, je sais pas si c'est une mission, parce qu'il faut toujours se méfier du terme mission. Je crois, hein, parce que mission, ça peut tout de suite, voilà, on peut rentrer dans des choses un peu extrêmes, on va dire. Alors peut-être une mission comme un colibri, c'est-à-dire de mettre sa petite goutte sur l'incendie, quoi. Et si c'est cette mission-là, oui. En tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai senti que je pouvais être un pont. Et que, en effet, s'il m'était apparu, c'est peut-être aussi parce que j'étais une écrivain, enfin une scénariste, et que donc je suis capable de remettre en mots les choses. Et ça, c'est une aptitude que j'ai depuis l'enfance. En fait, j'ai toujours eu cette chose-là. Et donc, je me suis dit, en effet, peut-être que je peux aider. Peut-être que je peux aider à le faire mieux connaître, parce que c'est quand même une philosophie de vie et une spiritualité qui est très humaniste. Puisque les Amérindiens, c'était des êtres humains qui étaient encore libres. Et c'était il n'y a pas si longtemps, hein. C'était l'arrière-grand-père, hein, donc c'est pas loin. C'est vraiment les générations qui sont juste avant, où ils vivaient libres sur une terre sans frontières, et où ils prenaient soin les uns des autres, et où ils avaient le respect justement de la terre-mère, où ils se sentaient les gardiens de la terre et pas ses propriétaires, où ils mettaient pas de fil barbelé autour d'un endroit en disant « ça c'est chez moi ». Et ben non, en fait, ils bougeaient, ils allaient d'un endroit à un autre, ils étaient libres en fait. Donc, cette manière d'exister et d'être au monde, elle est belle et je pense qu'on a besoin de s'en inspirer. C'est une belle philosophie en fait. Et puis de respecter le vivant, de considérer que l'animal est un frère, que l'arbre est un frère, que la rivière est une sœur et qu'on peut entrer en connexion avec eux et vivre en bonne intelligence. Qu'on fait tous partie du monde du vivant en fait. Et qu'on n'est pas simplement, enfin, comme si l'être humain, à un moment, il a oublié qu'il faisait partie du tout et qu'il croit qu'il est déconnecté. Alors qu'à l'intérieur de lui, il y a des métaux, il y a tout, en fait. On est fait d'humus, de métaux, d'eau, voilà, on est fait de la matière de la terre elle-même. Et donc, plus on l'abîme et plus on s'abîme.
Et je pense que avec Sitting Bull qui m'est apparu, c'est aussi cette prise de conscience-là que j'avais plus ou moins jeune, mais sans la mettre en mots. Et je me suis dit, tiens, en effet, si je peux aider à répandre un peu de ça sur cette planète, eh ben, répandons. Est-ce que ça signifie aussi que vous êtes réconcilié, vous vous êtes réconcilié avec votre spiritualité? Ah ben, totalement. Je pense même que, sans doute, que je n'avais jamais été spirituelle, même peut-être juste dans l'enfance, parce que j'avais sûrement quelque chose qui fait qu'en effet, j'étais très très proche de la nature, des choses, enfin du mystère, de l'invisible. Je sais pas comment expliquer ça dans l'enfance. Après, ça s'était coupé. Donc oui, je suis plus que réconciliée. Maintenant, vraiment, pour moi, la spiritualité, c'est comme une fleur. C'est vraiment quelque chose. C'est encore une fois, quand je dis que c'est un cadeau qui me soit apparu, je parle aussi de ma réconciliation avec la spiritualité et avec justement cette capacité d'entrer dans des états modifiés de conscience et à la fois de rester sur cette même terre, mais de la voir beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste, et de voir en fait plein d'horizons s'ouvrir là où les choses pouvaient sembler étriquées. Et voilà, et c'est drôle parce que ça m'est arrivé avant mes 40 ans, et tout d'un coup, à 40 ans, je découvre un nouveau monde et une nouvelle manière d'être au monde, et je me dis que tout ce qui suit va être fascinant et savoureux, quoi. Alors j'aimais la vie à l'époque, en 2014, hein, j'avais vraiment appris à l'aimer profondément, mais je l'aime encore plus peut-être aujourd'hui, maintenant que tout ça s'est ouvert et que la spiritualité s'est invitée aussi au cœur de ma vie et de mon être. Et avec la religion alors, parce que finalement, quand vous étiez jeune, on a parlé de ce rejet de la religion de vos parents notamment. Et vous parlez beaucoup, vous annoncez en tout cas dans les quelques pages, vous parlez du Christ, vous parlez de Marie, vous parlez de Saint François d'Assise aussi, avec lequel vous avez une relation assez particulière. Donc ça aussi, c'est une réconciliation avec la religion, ou comment vous l'abordez? Alors oui et non. C'est-à-dire, une réconciliation, oui, en profondeur, on va dire. J'ai plus de rejet, en tout cas, comme j'aurais pu l'avoir. Mais en même temps, ça m'a pas donné envie spécialement de retourner à l'église. Enfin, c'est ça ou alors juste pour aller voir des statues ou des choses, ou pour m'imprégner voilà, des lieux qui sont sublimes, même artistiquement et dans les volumes et tout ça. Donc, ce qui est étrange avec les voyages chamaniques, c'est qu'il y a quelque chose de très syncrétique, en fait. C'est-à-dire qu'on peut croiser Bouddha, on peut croiser le Christ, on peut croiser Isis, Marie. On peut même comprendre que Isis et Marie, parfois, c'est un peu la même, parce que Marie, parfois, elle est très cosmogonique, et puis parfois, au contraire, elle se présente comme une mère, et là, elle est très différente. On peut voir Shiva, on peut voir Saint François d'Assise, comme j'avais vu une fois, et c'était vraiment une rencontre, en effet, qui a été très, très chère à mon cœur, parce que c'est un très beau voyage, très profond, avec un beau message aussi qui était délivré. Donc, en fait, je me suis ouverte à tout ça. Mais pour autant, je ne me sens pas religieuse. Mais j'ai une spiritualité en marche. Voilà. J'ai l'impression que justement, la spiritualité elle-même, c'est un chemin plus qu'une définition, ou plus que... C'est quelque chose que je découvre un peu tous les jours. Mais en tout cas, je n'ai plus le rejet du tout. Au contraire, j'accueille, mais pas forcément que cette religion-là, en fait. C'est-à-dire que pour moi, la spiritualité peut être incarnée à travers différentes figures archétypales, qui sont magnifiques, parce qu'en général, toutes les religions sont basées sur quelque chose de l'ordre de l'amour, en tout cas, mais beaucoup, les religions monothéistes, en tout cas, c'est celle que je connais, c'est-à-dire le christianisme. Quand on écoute vraiment la parole de Jésus, elle est magnifique. Après, l'Église en a fait autre chose, voilà, donc c'est comme partout et comme toujours, c'est-à-dire que vous pouvez avoir... Ça, c'est l'homme, du coup. Ça, c'est l'homme, voilà, exactement. Mais la spiritualité en elle-même, ou en tout cas l'origine, elle est sublime. Qu'est-ce que j'ai lu qui est si génial, de Paco Mtielman, qui s'appelle « L'Empire n'a jamais pris fin », et où, entre autres, donc lui, il est beaucoup autour des gnostiques, c'est-à-dire les premiers disciples du Christ, qui après ont été tous tués au moment des inquisitions diverses et variées. Et c'est ça qu'il explique, en fait. C'est que, à la fois, ce qui est beau avec l'Église et tragique, c'est que l'Église, c'est l'Église de l'homme, et donc elle a d'une certaine manière trahi le message originel d'amour, de bienveillance, parce que voilà, par rapport à des dérives qui ont eu lieu sur les siècles, et en même temps, elle a préservé le message, et donc le message existe encore aussi grâce à elle. Donc voilà, ça reste quelque chose en tout cas d'intéressant. Mais c'est vrai que je ne suis pas redevenue
chrétienne, voilà, je ne me considère appartenir à aucune religion. Par contre, je me sens proche de beaucoup de figures qui peuvent appartenir à des religions, ou à des spiritualités, ou à des croyances, ou à des foi. Comment vit-on sa vie de chamane au quotidien? Eh bien, c'est difficile à dire. Comment vit-on au quotidien tout court? Seconde après seconde, jour après jour. Ma vie de chamane, elle va, elle vient, en fait. C'est-à-dire que la plupart du temps, eh ben, je vis ma vie. Moi, justement, j'ai appris le tambour aussi pour apprendre à ouvrir et fermer. C'est comme si mon troisième œil, si on peut appeler ça comme ça, au moins, on va dire c'est visuel. Ça donne une idée. Il avait été ouvert d'un coup voilà, je sais pas, de couteau d'un coup, et clac, ça s'est déchiré, et hop, il y a une vision qui s'est invitée. C'était quand même un peu violent, même si c'était pas violent comme ça, parce qu'encore une fois, c'était une belle figure qui m'est apparue, mais qui pour moi est presque un peu christique aussi, hein, en fait, dans sa manière d'être, Sitting Bull. En fait, je voulais plus que ça m'arrive, justement, par intrusion. Donc moi, j'ai plutôt appris à ouvrir et fermer. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je vis ma vie. J'écris, je m'occupe de mes enfants qui sont bien grands maintenant, qui n'ont plus vraiment besoin que je m'occupe d'eux, mais où je m'occupe de mon chat, qui lui a encore un peu besoin. Et après, tout d'un coup, à 18h, si je reçois quelqu'un, clac, j'oublie toute ma vie, je deviens juste chamane. Pendant 2 heures, je suis exactement avec la personne, voilà. Et puis après, si 3 jours après, il me reparle de ce qui s'est passé, moi j'ai tout oublié. Donc en fait, c'est vraiment comme une espèce de deuxième vie. Je sais pas comment, voilà, c'est autre chose. Mais c'est quelque chose que moi j'ai décidé d'ouvrir au moment où moi je veux l'ouvrir. Donc je l'ouvre quand j'ouvre ma porte et que je prends mon tambour. Là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Il y a comme de l'espace qui se crée à l'intérieur de moi et donc qui permet à des choses de se faire. Mais en même temps, le reste du temps, je suis moi. Donc vous vivez juste l'instant présent de cette vie de chamane, et au moment où c'est terminé, vous passez à... Voilà. Après, bon, on peut quand même pas dire que ça n'a pas eu beaucoup d'effets et d'impact sur ma vie, le fait d'avoir vécu tout ça. Donc, de toute façon, c'est là, c'est autour de moi, c'est en moi, c'est là. Et vous êtes une chamane, vous êtes une femme guérisseuse. Comment vous vous définiriez Moi, je me vois pas comme guérisseuse. Elena, donc celle qui m'a enseigné, elle disait qu'il y avait 3 types de chamans. Il y avait vraiment le chaman guérisseur, le chaman guerrier et le chaman enseignant, un peu. Voilà, donc chaman guérisseur, c'est vraiment, bon, bah, voilà, ça parle tout seul. Le guerrier, c'est celui qui travaille sur lui et qui se dit que comme tout est lié à tout, en travaillant sur lui, il va travailler sur le tout. Et le chaman enseignant, c'est celui qui va aussi transmettre des choses. Voilà. Moi, je ne sais pas exactement où je me situe, peut-être plus en enseignant, parce qu'il y a quelque chose qui fait que moi, j'arrive à transmettre ce que je vois, ce que je ressens, et parfois à accompagner les gens aussi à essayer d'entrer eux-mêmes dans des états modifiés de conscience pour essayer d'aller chercher leurs propres guides intérieurs, pour plus justement être dépendant des guides extérieurs. À un moment, reprendre sa souveraineté, c'est aussi comprendre qu'il y a beaucoup d'enseignants à l'intérieur de nous, et pour ça, il faut quand même faire un petit travail pour essayer d'entrer en connexion avec eux. Et voilà, et après, je sais que de toute façon, certaines séances peuvent aider à avancer sur certaines choses. Et ça peut m'arriver aussi, bien sûr, de faire des recouvrements d'âme, des choses comme ça, qui sont comme un travail quoi, chamanique sur des traumas, des blessures, des choses comme ça. Parce que mais après, guérisseur, voilà. Pourquoi les gens viennent vous voir, en fait, dans quel objectif? Alors, pourquoi est-ce qu'ils viennent me voir? Souvent, c'est par rapport à une problématique qu'ils ont. Voilà. Quelque chose qui est bloqué, quelque chose qu'ils n'arrivent pas à définir parfois. Et parfois, on passe 1 heure à essayer de définir ce qu'ils n'arrivent pas à définir avant même de prendre le tambour. Donc, voilà, il y a plein de choses. Des gens qui ont vécu aussi, bien entendu, des choses un peu extraordinaires, quoi. Qui, quand ils étaient enfants, voyaient des morts, ou qui vivent certaines choses compliquées, ou qui, là, sont en train de vivre un moment émotionnel, ou qui ont traversé un burn-out et qui sont en train d'essayer de se redéfinir, de retrouver un nouveau chemin de vie, ou qui ont vécu un trauma étant enfant et qui essayent de revenir justement à travers le tambour à cette origine pour essayer de voir ce qui peut être nettoyé, ce qui peut être réparé, ce qui peut être consolidé, ce qui peut être consolé. Donc en fait, il y a plein de raisons de venir qui dépendent de chaque personne, qui à un moment, tout d'un coup, on l'appelle de se dire, tiens, est-ce que le tambour peut être une pratique parmi d'autres? Parce que voilà, bien sûr, il faut aussi aller voir, si vous êtes malade, aller voir un médecin. Il faut, voilà. Et le chaman peut peut-être travailler sur autre chose, sur ce qu'il y a autour, sur les racines, sur les raisons, mais pas forcément sur le corps. Enfin voilà, c'est comme toujours, si vous vous cassez le bras, vous allez voir quelqu'un qui peut vous le réparer dans la matière.
Mais après, peut-être que vous avez besoin d'accompagner le fait de la reconstruction du bras, de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça représente. Et symboliquement, de manière archétypale, c'est très symbolique aussi, mais c'est un symbole qui atteint, enfin, je sais pas comment expliquer. Quand je voyage pour quelqu'un, parfois, c'est comme si je voyais un conte. Donc, je vois la personne qui va se présenter sous certains traits, ou parfois je la vois enfant, et elle me montre des choses, ou elle m'emmène quelque part. Et là, dans cet endroit où on arrive, il y a des choses à régler, des choses à réparer, des choses à refluidifier, des choses à... Et donc, c'est comme ça, c'est cette espèce de conte initiatique symbolique qui, en fait, en même temps, agit sur une partie subtile, invisible, mais présente de l'être. Est-ce que vous comprenez que certaines personnes voient dans le chamanisme une espèce de forme de New Age, voilà, que ce soit facilement assimilé à cette mouvance New Age? Ah oui, je pense, parce que de toute façon, alors, comme on disait au tout début, il y a vraiment deux chamanismes, et le chamanisme originel, je pense, n'a rien de New Age. On va égorger un poulet noir, et voilà, parce que c'est comme ça que les esprits aiment être remerciés. Donc voilà, donc il y a quelque chose. Et puis alors, on va voir un chaman parce que le troupeau a disparu et qu'il faut aller voir pourquoi une maladie le frappe, ou où est-ce qu'il est, etc. Donc le New Age, moi, j'ai jamais su exactement ce que c'était, mais je sais que c'est des espèces de mouvances... il y a tout spirituel, il y a un peu tout et n'importe quoi. Donc il y a sans doute toute une partie du chamanisme qui peut être mise là-dedans. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en 2014, quand tout ça m'est arrivé, moi, j'avais jamais entendu spécialement parler de chamanisme. C'était pas du tout à la mode comme ça l'est aujourd'hui. Peut-être que ça aurait pu m'aider que ça soit un peu plus à la mode, parce que du coup, j'aurais peut-être pu facilement me guider à travers ce que j'étais en train de vivre, qui pour le coup était très réel. Et après, j'imagine que comme tout, dès que ça devient une mode, il y a, j'imagine, tout et n'importe quoi. Et dans ce cas-là, il faut quand même réussir à raison garder et à garder justement sa petite boussole intérieure pour voir si les gens ont l'air d'être authentiques ou non, si c'est de la fumée, des paillettes de je ne sais quoi, ou si c'est quelque chose d'un peu vrai. Et voilà, il faut faire attention, comme tout. Et comment on peut faire attention pour ceux qui n'auraient pas, pour ceux dont la boussole intérieure serait un peu fracturée? Voilà, il y a beaucoup... Alors, vous savez, j'ai reçu des tas de personnes que j'apprécie beaucoup. J'ai reçu déjà des chamans, des guérisseurs, des magnétiseurs. Et comment détecter la réelle sincérité et la réelle... je vais pas dire le pouvoir, mais en tout cas parce que c'est pas un pouvoir. C'est pas un pouvoir. C'est pas un pouvoir, mais comment on pourrait dire ça? C'est des espèces d'aptitudes, mais je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'à partir du moment où... Excusez-moi, je parle un petit... Mais en tout cas, comment essayer de démêler le vrai du faux, voilà. Robert Martin, que vous connaissez sans doute, est venu ici nous présenter son livre « Flic guérisseur ». Et moi, j'ai vu tout de suite de la sincérité, de la bonté. C'est vrai. Je l'ai rencontré une fois. Dans son regard. C'est vrai. Voilà, dans son regard, on ne peut pas se dire que qu'il est en train de... Mais oui, cet homme est entier. Il est authentique. Donc, mais est-ce que tout le monde a cette faculté? Je ne sais pas si tout le monde a cette faculté, parce qu'il y a plein de gens qui peuvent se retrouver malheureusement embringués dans des sectes ou dans des choses comme ça, donc, et qui, j'imagine, au départ, étaient complètement persuadés que la personne en face d'eux était sincère. Oui. Moi, j'ai l'impression que la chose qu'il faut, en tout cas moi, ce qui me guide moi, je ne peux pas dire pour les autres, c'est que moi, j'ai l'impression qu'il faut toujours avoir l'impression que la personne en face de vous est exactement à votre niveau. Et que si elle se met au-dessus, d'une manière ou d'une autre, c'est là qu'il faut se méfier. Les vrais rapports humains, on se regarde dans les yeux, de cœur à cœur. On est au même niveau, tout le monde est au même niveau. Et chez les Amérindiens, c'est pour ça qu'ils s'assiedent en cercle. Parce que dans un cercle, il n'y a pas de hiérarchie. Même s'il y a un chef de tribu, etc., déjà, le chef de tribu, c'est celui qui prend soin des autres. C'est pas celui qui est au-dessus des autres. C'est au contraire, c'est celui qui va être au service des autres. C'est tout l'inverse de nos sociétés, en fait. Et déjà ça, quelqu'un qui serait exactement à votre niveau, qui vous regarde exactement
comme un frère ou une sœur, mais pas comme s'il était votre père ou votre mère ou je ne sais quoi, ou quelqu'un qui serait au-dessus de vous en termes d'autorité, de pouvoir justement, ou de je ne sais quoi. Donc déjà, je pense que ça, c'est à peu près l'essentiel, c'est d'essayer de comprendre si la personne en face de vous n'essaye pas de vous manipuler, n'essaye pas de jouer avec votre crédulité, n'essaye pas de... surtout, ne se met pas dans une position de pouvoir, quoi, tout simplement. Justement, il faut essayer d'éviter le pouvoir. Moi, j'avais très peur de ça quand j'ai été voir Elena, parce que j'avais vraiment une fracture psychique, j'avais vu un mort, c'était quelque chose qui était quand même très inquiétant, et je me disais, si je tombe sur ou un faux chaman, ou un chaman qui va me manipuler, mais ça peut être tragique, donc j'avais très peur. Et quand je suis arrivée, je sais pas, elle était en jogging, elle avait l'air normale, elle me parlait normalement, elle avait l'air simple, elle était, voilà, je sais pas, c'était une femme comme vous et moi, quoi. Il y avait pas, elle n'est pas arrivée en essayant de me faire je sais pas quoi avec des fumées, des choses. Elle aurait pu le faire d'ailleurs, pourquoi pas, mais ça m'aurait fait peur. Et moi, ça m'aurait plutôt mise en retrait en me disant oula. Où est-ce que je suis tombée? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc je sais pas, il faut aller chercher l'humanité, quoi. Et normalement, on l'aperçoit. Donc c'est vrai que peut-être qu'il faut essayer d'aller bien rechercher sa boussole intérieure, de se faire confiance. Et si vous sentez qu'il y a un truc qui va pas, surtout, il faut partir, quoi. Je crois, hein, il faut vraiment s'écouter. Et on peut le sentir quand même chez certaines personnes qui a une bonne dose de manipulation, ou simplement, au-delà même parfois de la manipulation, on va dire qui est de l'ordre de la malveillance, il y a parfois aussi des gens qui sont juste pas à leur place, quoi. Je sais pas, qui savent pas eux-mêmes, qui sont pas là, quoi. Je sais pas, c'est difficile. Les êtres humains de toute façon sont mystérieux. Mais en tout cas, ouais, rester sur ses gardes. Rester sur ses gardes, quoi, vraiment, de garder les yeux ouverts et de surtout pas idolâtrer quelqu'un, qui que ce soit, quoi, déjà, de n'idolâtrer personne. Et de voir les autres quand même comme un autre soi, et comme un frère, et comme une sœur, et de mettre personne sur un piédestal. Et la personne qui vous demande de la mettre sur un piédestal, moi je partirai, ça c'est sûr. Merci beaucoup Claire Barré d'avoir été mon invitée. Je rappelle le titre de votre autobiographie, Ma vie de chamane, chez Mama Édition. Merci infiniment pour votre témoignage. Alors je sais qu'on n'a pas abordé tous les pans de ces 500 pages, mais je pense qu'on en a fait quand même ouais. un bon petit tour. Je vais vous demander de nous laisser un petit message sur notre livre d'or, si vous êtes d'accord. Avec joie. Merci. Merci beaucoup.